Salut tout le monde, dans cette vidéo on ne va pas s'intéresser à une maladie en particulier, mais on va voir comment fonctionnent les bactéries et les virus en général. Dans ma première vidéo sur Ebola, je ne suis pas rentré dans les détails dans tout ce qui concerne justement le virus Ebola, mais j'aimerais pouvoir le faire dans mes prochaines vidéos. Donc pour que vous puissiez me suivre si vous n'avez aucune idée de la différence entre bactéries et virus, et que vous ne savez pas vraiment comment ils fonctionnent, vous êtes bien tombé car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les bactéries et les virus sont des agents pathogènes, c'est-à-dire capables d'engendrer une maladie. Il existe d'autres organismes pathogènes comme les parasites, les moisissures, mais dans cette vidéo on va se concentrer sur les virus et les bactéries, puisque c'est eux qui sont responsables de la plupart des maladies auxquelles nous pouvons être confrontés. On commence donc avec les bactéries. Les bactéries sont des êtres microscopiques prokaryotes, et en disant ça je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire une vidéo sur la cellule pour que ce soit plus clair. C'est pas grave, je vais essayer de vous expliquer ça très rapidement. Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. Les bactéries sont unicellulaires, c'est-à-dire que leur organisme se résume à une seule cellule. Et tous les animaux ou les plantes que vous connaissez, à part certaines algues, sont des êtres pluricellulaires avec plusieurs cellules. L'être humain par exemple, on a à peu près 60 000 milliards. Mais il existe une différence entre les êtres eucaryotes qui possèdent un noyau dans leurs cellules, comme nous et tous les animaux et végétaux que vous connaissez, et les prokaryotes qui eux n'ont pas de noyau. Les principaux représentants de ce groupe sont d'ailleurs les bactéries. Notre noyau contient notre ADN, notre information génétique. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour les bactéries qui n'ont pas de noyau, l'ADN flotte à l'intérieur de la cellule. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un être humain avait environ 60 000 milliards de cellules. Or, dans notre organisme, il y a environ 10 fois plus de bactéries, sur notre peau, dans notre bouche et surtout dans nos intestins. Bon, elles sont beaucoup plus petites que nos cellules, mais ça représente quand même 10% de notre poids. La très grande majorité de ces bactéries est bénéfique pour le corps, ou en tout cas n'a pas d'effet indésirable. Mais comme vous le savez, il existe des bactéries nocives, qu'on appelle bactéries pathogènes. Il existe donc plusieurs types de bactéries. On peut d'abord les distinguer en fonction de leur forme. La plupart sont soit sphériques, on dit que c'est des coques, soit en forme de bâtonnet, et on les appelle des bacilles. Leur taille peut être très différente aussi, elle varie en général entre 0,5 et 5 micromètres de longueur. Elles sont toutes constituées d'une paroi qui protège le cytoplasme, qui est l'intérieur de la cellule, où on peut trouver l'ADN et des ribosomes. C'est ce qui permet la synthèse des protéines à partir de l'ADN, comme on le verra dans une vidéo spéciale là-dessus. Ensuite, les bactéries peuvent être protégées par une capsule extérieure, et elles peuvent avoir une flagelle, une sorte de petite queue qui leur permet de se déplacer. C'est à peu près le même organe que chez les spermatozoïdes, si vous voyez de quoi je veux parler. Une bactérie pathogène, pour causer une maladie, doit d'abord s'installer dans un organisme, on appelle ça la colonisation. La colonisation démarre avec l'arrivée de la bactérie dans l'organisme par une porte d'entrée. Ça peut être la bouche, le nez, même une coupure sur la peau, etc. Les bactéries ont le pouvoir d'adhérer aux muqueuses pour ne pas être rejetées par des mécanismes comme la toux par exemple. Une fois que la bactérie est dans le corps, elle peut agir de différentes façons. Soit elle se dissémine dans tout le corps, à partir de la porte d'entrée. Soit elle se dissémine en causant une réaction inflammatoire de l'organisme qui cherche à se défendre. Là aussi on verra une vidéo sur les moyens de défense de l'organisme. Soit elle se dissémine en produisant des toxines, par exemple des toxines pour altérer les vaisseaux sanguins, les rendre perméables et pouvoir les traverser. C'est en se multipliant par une de ces trois voies que les bactéries pathogènes vont détériorer l'organisme en se multipliant à l'intérieur et causer des maladies. On va maintenant voir les virus. Le virus est très différent des bactéries, il n'est même pas considéré comme un être vivant par la plupart des scientifiques. Ils n'ont été découverts que dans la fin des années 1920. La plus grande différence entre un virus et l'ensemble du vivant, c'est que le virus, lui, n'est pas capable de se reproduire de façon autonome. Comme on l'a vu, des bactéries peuvent se multiplier, comme toutes les cellules du vivant, grâce à un phénomène de mitose qu'on abordera dans la vidéo spéciale sur la cellule et l'ADN. Le virus a besoin d'infecter une cellule vivante et d'utiliser son mécanisme de reproduction pour se reproduire lui-même. Mais dans un environnement contenant toutes les conditions nécessaires à la vie, si le virus n'a pas de cellules à infecter, il est incapable de se reproduire tout seul. Les virus sont composés d'un filament d'ADN ou d'ARN, qui constitue leur information génétique, protégée par une capside qui peut prendre plusieurs formes selon le virus. Pour l'instant, vous savez sûrement que l'ADN constitue l'information génétique d'un organisme, et vous vous demandez ce qu'est l'ARN. Là encore, on va voir ça dans la vidéo sur la cellule, mais pour l'instant, on peut dire que l'ARN est une forme de transition entre l'ADN et la synthèse des protéines. Enfin, le virus peut être protégé de l'extérieur par le péplos, une enveloppe permettant par exemple au virus qui la possède d'être mieux protégé dans l'organisme. Mais cette enveloppe les rend aussi paradoxalement plus vulnérables dans des milieux comme les intestins ou à l'air libre. Ces trois éléments servent à la classification des virus.
Est-ce qu'ils possèdent de l'ADN ou de l'ARN? Quelle est la forme de leur capside? Et enfin, est-ce qu'ils possèdent une enveloppe? Le virus Ebola, par exemple, dont on a parlé dans la première vidéo, est un virus à ARN avec une capside en U ou en bâtonnet et il possède une enveloppe. Une fois que le virus est rentré dans un organisme, il va chercher une cellule à infecter. Il va donc la parasiter. Il va se reproduire à l'intérieur grâce au mécanisme de réplication de la cellule. Puis, soit il va sortir de la cellule en bourgeonnant, c'est-à-dire en faisant un trou dans sa membrane, soit il va attendre à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient trop nombreux et que la cellule explose. Elle va ainsi disséminer les virus dans toutes les directions, leur permettant d'infecter d'autres cellules. On a donc vu que les bactéries étaient des organismes prokaryotes, étant pour la plupart inoffensives, mais que certaines sont des agents pathogènes nocifs pour l'organisme dans lesquels elles se reproduisent, et donc causant des maladies. Les virus, eux, ne sont pas des êtres vivants, ils sont beaucoup plus simples et doivent infecter une cellule pour pouvoir se reproduire. Eux aussi sont dangereux pour les cellules qu'ils attaquent, et donc ils causent aussi des maladies. En tout cas, les bactéries et les virus sont très différents. Les bactéries sont par exemple plus proches des êtres humains, aussi étrange que ça puisse paraître, que des virus. Mais ils sont tous deux considérés comme des pathogènes. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre 2-3 trucs que vous ignorez, et qui vont être assez importants pour la suite. Comme promis, la prochaine vidéo portera sur le virus de la grippe, et je lancerai ensuite une série retraçant les grandes épidémies de l'histoire, en commençant bien sûr par la célèbre peste noire causée par une bactérie. Vous verrez que ce qu'on a vu ici servira un petit peu. Et en enregistrant cette vidéo, je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il y a pas mal de notions que j'ai pas encore expliquées, et je ferai ça dans une autre vidéo du même type, qui va parler un petit peu du fonctionnement de l'organisme, où on verra la cellule et l'ADN. Likez la vidéo et partagez-la si elle vous a plu, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater de contenu, et bien sûr commentez pour poser des questions, discuter ou proposer des sujets. Je vous dis à plus et salut tout le monde.